Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bon, depuis que la polémique a éclaté, j'ai mon petit avis sur la question, mais je n'avais tout simplement pas encore trouvé le temps de pouvoir m'asseoir là, pour apporter mon petit piment dans l'affaire. Alors, je ne vais pas faire de suspense. Cléopâtre n'était pas africaine. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi elle n'était pas africaine, pourquoi est-ce que ce n'est certainement pas une reine que nous, les Africains, devons récupérer. Et enfin, je terminerai par te donner des exemples de reines africaines dont nous pouvons déjà être fiers avant d'aller essayer de récupérer les reines des autres. Du coup, installe-toi confortablement pour écouter tout ceci attentivement jusqu'à la fin. Par contre, avant de commencer, laisse-moi t'annoncer le lancement très prochainement de l'application GNTV. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits sur la plateforme Grandeur Noire TV et lorsque l'application GNTV sera prête, eh bien la plateforme va migrer vers l'application. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai créé la plateforme Grandeur Noire TV? À cause de la censure. Nous, les créateurs afro, ne sommes déjà pas mis en avant par les algorithmes de YouTube, Instagram, Facebook et autres. Mais en plus, quand on s'empare de sujets historiques, politiques, géopolitiques, dès qu'il y a un soupçon de militantisme, alors là, on est carrément boycotté avec des shadowbans, avec des vidéos qui sautent, avec des nombres de vues qui sont trafiqués, etc., etc. Du coup, j'ai créé mon propre refuge, la plateforme Grandeur Noire TV, et je remercie infiniment non seulement tous les abonnés, mais tous les abonnés fidèles. Et du coup, votre fidélité est récompensée puisque l'application sera tellement plus simple d'utilisation. Plus besoin de se connecter à chaque fois que vous voulez voir un contenu. De nouvelles fonctionnalités seront disponibles. Alors, le contenu sera toujours aussi informatif, évidemment, sauf que là, il sera beaucoup plus immersif. Et la cerise sur le gâteau, ou plutôt la mangue sur le panier de fruits, eh bien, c'est que je ne serai pas la seule à partager mes connaissances avec toi sur l'application. C'est-à-dire que j'accueille d'autres créateurs de contenu. Donc, je peux te garantir que ce sera aussi informatif que divertissant et inédit. Pour toutes ces raisons et les autres surprises que tu vas découvrir sur l'application, surveille son lancement qui ne va pas tarder. Sur ce, l'heure de Cléopâtre a sonné. Alors, Cléopâtre a certes régné sur une région africaine qui est l'actuelle Égypte, mais elle n'était en rien africaine. Cléopâtre est la fille d'un grec qui lui-même est l'enfant de deux grecs qui, ainsi de suite, on peut remonter comme ça pendant des générations. C'est une lignée de personnes purement et totalement grecques. La maman de Cléopâtre, ce n'est pas sûr, soit elle était grecque, soit elle était perse, mais dans tous les cas, elle n'était pas africaine. Et il y a une bonne raison à ceci, c'est qu'à ces époques reculées qu'on appelle l'Antiquité, lorsqu'il y avait des alliances métisses, notamment des mariages, et donc ça produisait des enfants, à chaque fois c'était un choix politique pour renforcer le pouvoir en place. Or là, depuis Alexandre, l'empereur grec, qui a conquis ce qu'on appelle l'Égypte actuellement, c'est-à-dire le royaume de Kémet, et bien depuis cette conquête par les Grecs, Alexandre s'est installé et il a donné lieu à une lignée de dirigeants grecs. Donc le pouvoir depuis Alexandre a été grec et s'est transmis de grec en grec jusqu'à Cléopâtre. Je précise que ce n'est pas la première Cléopâtre, il y a eu 6 Cléopâtres avant elle. Elle, c'est Cléopâtre numéro 7. Et là où je parle d'enjeux politiques pour les mariages, c'est que dans n'importe quel royaume, n'importe quel empire, lorsque le roi ou l'empereur ou la reine ou l'impératrice se mariait avec quelqu'un d'étranger, avec quelqu'un d'extérieur à son ethnie, il fallait que cette personne lui apporte un pouvoir politique ou une force militaire. Or, dans ce cas précis, depuis la conquête par l'empereur grec Alexandre, les Africains de cette région sont en position d'infériorité. Ils ont perdu le pouvoir militaire, ils ont perdu le pouvoir politique et ils ont même perdu le pouvoir spirituel. Donc il n'y avait aucun intérêt ni pour l'empereur grec Alexandre, ni pour ses successeurs, dont le père de Cléopâtre, de se marier avec les Africains qui étaient sur place et qui étaient dans la position de dominer. Ce mariage n'aurait rien apporté au chef d'État et à cette époque, il n'était pas question de romance, je suis amoureux donc je me marie, non. C'était uniquement, exclusivement des mariages d'intérêt.
Et c'est donc pour cela qu'il est quasiment certain que Cléopâtre n'était pas une métisse avec un père grec et une mère africaine. Si son père grec a eu des liaisons avec des femmes africaines et peut-être même des enfants métis, en aucun cas il ne les aurait placés sur le trône. Parce que cette lignée métisse aurait été, si elle avait existé, une engeance hors mariage et donc qui n'a pas accès au pouvoir politique. Donc maintenant qu'on a éclairci les origines de Cléopâtre numéro 7, on peut répondre à la question centrale de la polémique. Est-ce que cette Cléopâtre qui a régné sur l'Égypte antique était africaine? Non, elle ne l'était pas. Est-ce qu'elle avait la peau noire? Eh bien forcément, si elle venait d'une lignée purement grecque, absolument pas. Si elle a eu un métissage perse ou oriental, peut-être qu'éventuellement elle a pu sortir un petit peu basanée, mais ça ne fait pas d'elle une femme noire. Alors il est très important de préciser que ce n'est pas parce que Cléopâtre était grecque, donc blanche, et qu'elle descendait d'une lignée de Grecs qui étaient blancs, que ce qu'on appelle l'Égypte antique a toujours été dirigé par des blancs. Je le répète, Alexandre, empereur grec, est venu conquérir l'Égypte antique. Mais qui a-t-il trouvé sur place et qui a-t-il conquis? Des Africains. Le peuple était africain et l'avait toujours été jusqu'à son arrivée. Les dirigeants de ce peuple, donc les pharaons, étaient africains depuis le début de cette civilisation jusqu'à l'arrivée d'Alexandre qui lui va installer d'autres dirigeants grecs. Si tu découvres l'info que tous les pharaons étaient africains, que toute l'Égypte antique était africaine, eh bien je te dirige vers le lien sous la vidéo qui s'intitule La vérité sur le royaume de Kémet. Mais pour faire court, l'Égypte antique, de son vrai nom le royaume de Kémet, était africain de par sa population et de par ses rois et reines. Ce royaume de Kémet a été conquis par Alexandre qui était grec, et ensuite par une civilisation arabe, ce qui donne le pays qu'on connaît actuellement appelé Égypte. On passe à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi est-ce que Cléopâtre n'est certainement pas une reine que nous, les Africains, devrions revendiquer? Je vais donner deux raisons qui pour moi sont fondamentales. La première, cette femme n'a pas été connue parce qu'elle a bâti des choses qui ont traversé le temps. Elle n'a pas été connue parce qu'elle a fait des réformes politiques ou sociales. Elle n'a pas été connue pour des apports scientifiques révolutionnaires. Cette femme a été connue pour qui était dans son lit. Cléopâtre a eu une multitude de conjoints, dont certains officiels. Premier conjoint, son frère. Deuxième conjoint, encore un autre frère. Troisième conjoint, Jules César. Quatrième conjoint, un général de l'armée de Jules César. Cléopâtre a fasciné les historiens parce qu'elle a eu dans son lit deux grandes figures romaines de l'époque, Jules César et Marc-Antoine. C'est-à-dire que si Cléopâtre n'avait pas eu Jules César dans son lit, son règne serait passé complètement inaperçu, même si c'est une femme, et peut-être même parce que c'est une femme. Et si en plus elle n'avait pas eu Marc-Antoine dans la foulée, alors là, je pense pas que son nom aurait survécu autant de temps dans les siècles et les siècles. Donc finalement, une reine qui est connue pour les hommes qu'elle a fréquentés, plutôt que pour ce qu'elle a mis en place pour le peuple ou pour ce qu'elle a mis en place pendant son règne, mais quelle est la gloire? C'est-à-dire que même sa seule fonction de chef d'État, elle n'a pas réussi à l'assurer. Elle n'a pas été capable de protéger son trône. Elle a perdu la guerre contre son ennemi. Elle a tellement perdu la guerre qu'elle a fini par sauter la vie. Donc je récapitule, elle n'a rien accompli de grandiose qui devienne historique. Elle perd la seule guerre importante de son règne. Elle est connue pour les hommes qui ont été dans son lit. Elle finit suicidée. Mais c'est quel genre de destinée là qu'on essaye de récupérer chez nous les Africains? Alors on n'a pas suffisamment de reines qui ont accompli des choses, qui ont des parcours intéressants pour aller récupérer ça là? Non, on laisse ça aux Grecs. Prenez, gardez-la, c'est pas grave, on n'en veut pas. Chais. La deuxième raison pour laquelle, selon moi, ce n'est vraiment pas un personnage à revendiquer lorsqu'on est africain, eh bien c'est lié à la première raison, c'est-à-dire ses amants. Cette femme a reçu un pouvoir politique et en fait, elle n'a pu le conserver que grâce à ses amants. C'est-à-dire que si elle n'avait pas séduit Jules César et si ensuite elle n'avait pas séduit Marc-Antoine, elle ne serait pas restée reine très longtemps. Et donc, il lui a fallu manigancer jusqu'à coucher avec ces hommes-là pour rester en place politiquement. Nous, les Africains, nous avons combien d'exemples de reines qui ont régné pendant des dizaines et des dizaines d'années grâce à leur simple force, leur personnalité, leur sagesse, leur intelligence, leur ruse, leur diplomatie et souvent
leur force militaire. Nous avons des reines africaines qui ont pris les armes, qui ont été sur le terrain, qui se sont battues et qui ont triomphé. Eh bien, selon moi, cette reine n'a absolument rien d'intéressant, rien d'admirable et surtout rien d'inspirant. Donc, ce genre de biographie, pitié, pitié! Laissons ça aux Blancs. Même les Arabes, s'ils veulent, ils ont qu'à prendre. Les Martiens, Vénus, tous, venez, prenez Cléopâtre, partez avec. On veut pas. Elle n'est pas africaine. On en vient à la dernière partie qui, selon moi, est la plus intéressante et qui, je pense, sera certainement la plus longue de la vidéo. Eh bien, tout simplement les exemples de reines africaines qui, elles, ont eu des parcours inspirants et qui, elles, ont accompli des choses grandioses qui ont traversé les siècles jusqu'à notre époque. Dans cette troisième partie, je vais présenter des exemples de femmes extrêmement puissantes sur le plan politique, militaire, scientifique, qui datent du royaume de Kémet, donc de l'Égypte antique, également des reines de Nubie, le royaume voisin, et ensuite je vais continuer la chronologie avec des reines à des époques un peu plus tardives, c'est-à-dire pendant la période impériale. Cette troisième partie est réservée aux abonnés de la plateforme Grandeur Noire TV. Donc mes chers abonnés, je vous laisse cliquer sous la vidéo pour rejoindre la plateforme et regarder la troisième partie. Et si toi, tu n'es pas abonné mais que tu es intéressé, bah écoute, l'inscription est très simple et très rapide. C'est en un clic. Le lien est également sous cette vidéo. Si par contre, tu préfères t'arrêter là et ne pas continuer de t'informer sur Grandeur Noire TV, eh bien écoute, je te laisse avec la présentation de Grandeur Noire Édition. Permettez-moi de vous présenter ou de vous rappeler l'existence de la maison d'édition Grandeur Noire. Il s'agit de livres de jeux qui conviennent à absolument tout le monde. Les enfants comme les adultes, les filles comme les garçons. Je vais faire très court pour vous laisser aller découvrir en détail avec le lien qui est sous la vidéo. Côté livre, on a Petite Soa et ses ancêtres. C'est une histoire qui suit une petite Guadeloupéenne qui se pose des questions sur ses grands-parents dont on lui parle mais qu'elle n'a jamais vus puisqu'ils n'existent plus. Ce livre est un excellent moyen d'aborder la perte d'un proche avec des enfants très jeunes. Mais c'est également l'occasion de parler spiritualité africaine avec eux. Et pour ceux qui sont originaires de la Guadeloupe, eh bien le livre est bilingue français guadeloupéen. Ensuite, on a Walata qui est un conte qui traite de colorisme. L'héroïne a la peau foncée, elle rencontre des difficultés à cause de ça au début de l'histoire, mais je vous laisse découvrir comment ça se termine très bien pour elle. Et toujours côté livre, on a le best-seller My Type of Bad Gal. Cet ouvrage rassemble les parcours de 42 femmes qui ont accompli des prodiges. C'est un livre qui à la fois raconte des femmes de toutes les époques, de tous les âges, mais aussi de toutes les origines. Le Brésil est représenté, la Jamaïque, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, Haïti, bref, c'est un tour du monde afro. Et attention, même s'il s'agit de personnages féminins, il est très important de les présenter à nos petits garçons pour qu'ils aient justement des repères, des références féminines, autres que ce qu'on peut observer dans le rap de nos jours. Ensuite, du côté des jeux, eh bien, il y a le quiz. Alors attention parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Je vous avoue qu'il a un succès énorme. Et par rapport à ce succès, justement, eh bien, la version Deluxe a été développée, c'est-à-dire des cartes 2 fois plus grandes et un coffret pour pouvoir les conserver en excellent état le plus longtemps possible. Donc, je vous laisse aller voir tout ça sur le lien sous la vidéo. Il s'agit de construire un mindset. Il s'agit de construire la génération à venir avec la connaissance d'elle-même, l'estime d'elle-même, une génération qui aura envie de mettre toutes ses compétences au service du continent africain et de ses ramifications dans la diaspora.